pour répondre à votre question, ce n'est pas une question de trahison. La politique, ce n'est pas une affaire de cœur. La politique, c'est une affaire de raison. Voyez-vous, dans la raison, on ne trahit pas. C'est au cœur qu'on trahit. Et pour être honnête, à supposer même que vous soyez mon ami, si je ne vous dis pas ce que je pense, alors que vous me le dites, je ne suis plus un ami. Mais le problème n'est pas à ce niveau-là. Et lorsque vous êtes un ami, c'est sujet et sujet. C'est pas sujet et objet, comme dans la passion. Vous trouverez ça dans l'ouvrage. Sur l'amour. Oui, sur l'amour. Or, vous ne pouvez pas être un sujet avec S majuscule comme le président l'est. Vous ne pouvez pas être son ami. Il ne faut pas vous leurrer. Donc c'est une question de pensée. Et dans ma pensée, alors là, je peux vous dire que je suis un homme libre qui a construit cette liberté de tout mon passé, de toutes mes expériences. Et cette liberté-là, j'en suis jaloux. Est-ce que vous avez échangé avec le président avant de prendre votre décision? Oh, c'était des échanges, pas pour la démission. Il y a toujours des échanges avec ses collaborateurs, mais pas des échanges spéciaux pour dire que vous avez fait ceci. Non, ça ne peut pas se faire. Un président de la République, vous ne pouvez pas lui parler comme ça. Est-ce que votre décision, vous en avez parlé à votre entourage avant, votre épouse, par exemple? Alors ça, c'est des stratégies politiques. À personne au monde a été. Non, à votre épouse? Non. Et comment elle a réagi? C'est là où l'amour fait tout. Une de mes soeurs m'a appelé, me dit, mais j'apprends que mon beau-frère a démissionné. Je lui ai dit, ah bon, démissionné, comment ça? Quand il m'a appelé, il m'a dit, il était très gai. Il m'a dit, chérie, je suis libre et libéré. J'ai démissionné. Voilà ces mots. Hein. Je suis libre et libéré. J'ai démissionné et je me présente comme candidat là. J'étais un peu... Moi, j'étais préoccupée parce que je savais que dans nos pays, quand une telle chose arrive, on t'attend à l'aéroport, on te retire le passeport. Je ne suis pas venue tout de suite parce que j'ai essayé de voir comment j'allais faire. Dès que je suis arrivée à l'aéroport, ce que j'avais pensé était arrivé. On m'a retiré le passeport, on m'a fouillé et puis je suis arrivé à la maison. On m'a mis sous table d'écoute. J'observais mon mari qui était très serein et très gai. Bon, je me suis dit, il n'est pas un petit. Un jour, il m'expliquera pourquoi. Elle a accepté par amour. C'est comme elle a accepté les 17 années. Et mon mari a choisi. Je suis avec lui contre vents et marées. Les enfants étaient petits, il ne faut pas leur en parler, même eux, ils ont subi. Et c'est là où, prendre des décisions comme celle-là, on ne se laisse pas du matin comme au soir, comme ça, pour dire « je suis... » Ah non, c'est quelque chose qui doit venir de vous-même. Ça vient donc, ça une trahison. Je vous dirais que si je n'avais pas démissionné, il y aurait eu trahison. Mais de quoi? De moi-même. Entre-temps, il fallait s'y attendre, les choses se compliquent pour le candidat déclaré à l'élection présidentielle. Il lui est désormais interdit de quitter sa résidence de Chambala, que voici au quartier Bastos de Yaoundé. Je suis mis en résidence surveillée le 22 avril, c'est-à-dire 2 jours après la démission de la candidature. Puis on m'a interrogé sur plusieurs dossiers, sur un dossier, faux dossier, qui d'ailleurs a été abandonné. Et j'étais en résidence surveillée, interrogé par la police judiciaire à mon domicile. Jusqu'au 3 juillet 1997, où ma maison a été entourée de forces militaires, policiers, chars et compagnie.
conduit d'une façon illégale devant un procureur de la République, procureur général. Une arrestation, un enlèvement? Un enlèvement, ça c'était un enlèvement, puisque je n'avais aucune justification. Puis, sans avoir jamais été entendu par le procureur général, le procureur de la République, il m'a mis sur mandat de dépôt. Au-delà de l'heure légale, à 21h, je me retrouvais à Kondengue, la prison centrale. Alors, professeur, compte tenu de la proximité que vous avez eue avec le président de la République, est-ce que vous imaginiez un jour qu'on puisse vous arrêter? Non, je n'imaginais pas qu'on puisse m'arrêter, mais c'était possible. Quand vous prenez ce genre de décisions qui sont des décisions lourdes, il faut savoir assumer. Et puis, qui suis-je? Au Cameroun, beaucoup ont donné leur vie pour la nation, s'il y a une vie en plus. Vous étiez prêt à mourir? Oui. Pour vos convictions? Oui. Et moi, j'ai pas une conviction, la conception que j'ai de la mort, elle est personnelle. Moi, j'ai pas peur de la mort. La mort n'est pas pour moi une punition. Alors le premier jour, quand vous arrivez comme ça, alors, vous allez... Vous qui ne passez que oui. devant? Oui, c'est une impression vraiment très particulière. J'ai essayé de le décrire un peu dans le livre, mais je reprendrai tout ça dans les détails. Vous êtes dans un autre monde. Vous vous demandez qu'est-ce qui m'arrive? Oui, c'est-à-dire que vous êtes dans un autre monde. Avant même de vous demander ce qui vous arrive, il faut vous habituer à l'environnement. C'est quoi? Qu'est-ce qui vous anime? C'est un sentiment de révolte? Non, pas du tout. Moi, j'ai jamais ce sentiment de révolte. C'est un sentiment de surprise. Alors, quand je suis surpris, j'éveille tout ce que j'ai comme sens. Alors, je vois tout, j'entends tout. Et ma formation de clinicien s'éveille. Je peux même décrire votre nez, je peux décrire un petit coin. Si bien que quand je vais parler de ça, je vais vous faire vivre ça. Je pense bien, si Dieu me prête, vivre dans un livre. Alors, mais la maîtrise, il faut aussi beaucoup de maîtrise, non? Oh, la maîtrise vient tous les jours. Avec les arts martiaux, ça. Oui, les arts martiaux. La méditation quotidienne. Oui, tout cela, c'est l'homme, quoi. C'est l'homme. Mais quand vous êtes dans une ambiance nouvelle comme ça, il faut prendre du recul tout de suite pour voir où vous êtes. Mais tout de suite, vous devenez populaire à la prison. Paraît-il, mais c'est parce que c'est populaire. Mais quand vous êtes prisonnier, vous devenez prisonnier, vous changez de collègue. Ah, ils vous prennent avec vous, hein. Ils vous acceptent. Ils vous acceptent. Ils vous aiment. Et parce que vous avez osé défier. Peut-être. Mais on partage, oui, peut-être on partage déjà la même maison, les mêmes choses, les mêmes objets. Et on peut dire qu'il est des nôtres. Et ça, c'est pas donné. Parce que, y compris moi-même, si je n'avais pas été en prison, est-ce que vraiment j'aurais su ce que c'est que la prison? Donc vous regardez le prisonnier autrement maintenant? Bien sûr. Bien sûr. Avec beaucoup d'égard, avec beaucoup de compassion, pas de pitié, avec beaucoup de respect. Parce que souffrir la prison, le prisonnier, ce qu'il vit, il a l'opportunité en ce moment-là d'être supérieur à celui qui n'est pas en prison. Parce qu'il comprend des choses, non seulement qu'il ne pouvait pas comprendre autrement, mais que vous qui êtes dehors, vous ne pouvez pas comprendre. Donc c'est une opportunité unique. Évidemment, je ne vous souhaite pas d'aller en prison. Vraiment, je ne vous le souhaite pas. Mais si jamais vous devez y aller, ne vous considérez pas comme inférieur à l'homme qui est en liberté. Encore qu'au Cameroun, tout le monde est en liberté en sursis. Vous ne savez pas ce qui peut vous arriver demain. Alors 19 jours après, alors, vous êtes transféré. 19 jours après, le 22 juillet, je suis approché par un jeune capitaine dont je tais le nom. Mais 2 jours avant,
mes compagnons prisonniers m'ont averti qu'on risque de vous transférer parce qu'on a eu la nouvelle, parce que là-bas les nouvelles marchent très vite. Je leur dis, oh, qu'est-ce que je vais faire à la gendarmerie? Moi, je suis déjà déféré, je suis avec vous. Si bien que j'étais le plus surpris, et non eux, qu'à 21h30, 22h, on vient me sortir, m'enlever comme ils l'ont fait. On dit, on vous amène au CED pour continuer les enquêtes. Alors j'ai essayé de dire, quelle enquête? On n'a jamais initié une enquête avec vous. Quand j'ai vu que ça commençait à être, j'ai dit très bien. Je viens avec vous. Vous avez voulu résister? Pas résister, non. C'est des résistances. La résistance là n'est pas la bonne. Quand vous faites les arts martiaux, il faut utiliser la force de l'autre contre lui-même, pas contre vous. Donc si vous voulez me donner un coup de poing là, je ne vais pas résister, je vais l'esquiver, et votre coup de poing va vous amener à la rigole. Alors là, j'ai tout ce qu'il faut pour vous abattre. Bon, c'est des principes de martiaux, ça. Bon, il ne faut pas faire ça parce que c'est pas bon. Alors j'arrive à CED, la nuit, je suis aussi perdu. Bon, là, je suis isolé. Finalement, au terme de deux procès à plusieurs étapes, le professeur Titus Sedjoa est condamné à 15 ans de prison ferme en 1998 et à 20 ans en 2012. Chaque instant, comme je dis, c'était un combat, d'abord avec moi-même, entre ce que vous appelez la mort et la vie. Mais pour moi, c'était un combat pour comprendre, pour évoluer. C'est quelque chose d'autre. La vie dans la cellule, c'est la frugalité, c'est-à-dire se contenter de très peu, à tous égards. Donc, manger ce qu'il faut et ce que vous aimez, quelquefois même ce que vous n'aimez pas, si ça vous donne de la force. Méditer, vous avez le temps de méditer, de prier. Vous avez le temps de faire le sport, de revoir votre vie et de penser à l'avenir. Ça, c'est sur le plan purement mental et spirituel. Sur le plan physique, comme vous n'avez pas à vous déplacer, j'avais là aussi le privilège d'un sport où j'ai la prétention de maîtriser quelque peu, ce qui m'a le sport dans ma petite cellule. La cellule est de 7 mètres carrés, mais mon dojo était de 1 mètre carré. Pour ceux qui ne le savent pas, vous êtes ceinture noire, 5e dan. 6e dan. Même si je n'avais pas été ceinture noire, le bagage que j'ai eu avant d'aller en prison m'aurait permis de résister. Alors quels ont été vos moments de joie? Est-ce qu'il y a des moments de joie en plus? Oui, il y a des moments de joie. Revoir votre épouse, voir comment elle se débine à vous soutenir. Voir quelques rares amis, parce que vous n'avez pas l'occasion de rire. Quelques rares amis? Oui. Quand ils viennent, c'est vraiment des vrais. Revoir vos enfants qui vont et viennent, voir comment ils devaient aller à l'école et reviennent. Tous les jours, il a eu 3 oranges. Tous les jours. Parce que je me suis dit peut-être qu'il lui faut de la vitamine C. C'est des petites choses que je pensais faire du bien. Mais j'avais des difficultés pour lui faire... je me demandais comment il fait pour manger froid. Donc j'essayais de mettre de la nourriture dans des plats chauffants. Qui gardait la chaleur pendant parfois. Mais lui, ça ne le dérangeait pas de manger froid. Il y avait des repas
qu'ils pouvaient manger un peu chaud, mais d'autres qui étaient froids, mais ils me disaient toujours, écoute, ça ne me dérange pas. Alors je faisais un panier pour qu'ils mangent le soir et le matin. Mais ce matin-là, il m'avait dit, il ne le mangeait pas le matin, il mangeait vers 11h midi pour écourter la journée. Donc, son petit déjeuner, il le prenait vers midi, 11h midi, pour que lorsqu'on ouvre la cellule à 14h, que la journée ne soit pas trop longue. Donc je mettais un peu de grillade, comme du poulet grillé, ou un morceau ou alors beaucoup de fruits, du fromage. Il aime bien la vache qui rit. Du fromage, des biscuits surtout, des arachides grillés. Il aime aussi les arachides fraîches, grillées. L'avocat avec du sel, il aime bien l'avocat avec du sel et du manioc. Il aime ça. Les joies, ces joies familiales, mais les joies aussi, quand vous prenez conscience que malgré tout ça, vous vous portez bien. Mais ce n'est pas des joies que vous pouvez partager. Elles sont intérieures. La joie de manger un bon plat, une joie simple. Par exemple, moi j'aime manger le zombie. Le jour où il y avait le zombie, j'étais content. L'avocat, le manioc. Oui, mais je suis content, mais je ne peux pas partager. Quand je mange, j'ai mangé 17 ans seul, en silence. Alors vous voyez l'importance du silence. Si vous ne comprenez pas ce que c'est que le silence, vous êtes obligé d'aller chercher à comprendre ce que c'est que le silence. Donc, c'est des choses qu'on ne peut pas apprendre autrement. Ouais. Et là, le 13 février 2011, vous écrivez au président de la République, Oui. qui veut bien vous rendre votre liberté, Oui. qu'il aurait confisqué. Qu'on l'a confisqué sans raison et que la raison me la donne. Oui, c'est pour dire que bon, 14 ans, je ne suis pas morceau de bois. C'est un coup de gueule? Oui. Non seulement un coup de gueule, il faut lire le livre pour voir cette lettre, il y a tout dedans. Je critique ce qu'il ne faut pas faire, pas seulement pour moi, mais pour les autres. Et je me dis, ce n'est pas des rumeurs qui vont dire au président, ou bien les services secrets qui lui disent, ah, il a respiré aujourd'hui, il a fait. Moi-même, je prends ma plume, je lui écris. Il a reçu la lettre? Je ne sais pas. Le professeur ne sait pas, mais qu'importe. Toujours est-il que le 24 février 2014, sa liberté lui est rendue à la faveur d'un décret présidentiel signé 6 jours plus tôt. Après 17 ans de bagne, mêlés de souffrance, de doute et d'espoir, le professeur Titus Sedjoua, l'ancien très proche collaborateur du président Paul Biya, tombé en disgrâce, pousse un ouf de soulagement. Ouf, je suis libre. Le président savait très bien que c'était une prison. S'il ne l'avait pas autorisé, je n'aurais jamais été. Et à la fin, s'il n'avait pas signé le décret, je n'aurais pas été libéré. Il vous appartient de commander ce que vous voulez, mais il a signé et je suis libre, je suis heureux. Vous lui dites merci? L'acte qu'a pris le président de la République n'est pas dans le registre, comme je l'ai dit, le registre d'affection. Ça rentre dans le registre de la raison. Et je réitère, dans le registre de la raison, il n'y a pas de génuflexion. Et dire même merci au président, ce serait le déshonorer dans sa fonction. Le président n'a pas besoin de gratitude. Ça, c'est ma conception de la fonction. Donc, il ne faut pas mélanger tout ce genre de choses. Alors vous lui dites quoi? Rien du tout. Je n'ai rien à lui dire. Si je dois lui dire, ça ne regardera que lui et moi. Mais vous avez dit avoir pardonné tout le monde. Oui. Oui. Mais vous n'oubliez pas. Quand vous pardonnez,
faut maîtriser les images qui vous viennent en mémoire. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Maîtriser les images, ça conforte le pardon. Et le pardon est implicite à l'oubli. Là, c'est le phénix qui parle. Si vous voulez. Et qui inspire le phénix? Oh, ce qu'inspire le phénix, ça c'est la culture que chacun peut se faire. Si je parle du phénix, le phénix, c'est un oiseau légendaire, mythique, pour ceux qui ne le savent pas, mais qui représente quelque chose de symbolique, dans la mesure où l'âme intérieure ne meurt jamais. Or, les hommes pensent qu'ils peuvent tuer l'individu. Mais quand on vous tue, votre âme ne meurt pas. 17 ans de cellules, c'est le corps qui a souffert. Et ce n'est pas l'âme. C'est pour cela que je parle du phénix. Qu'il est né toujours de ses cendres. Tout à fait. Alors pour ça, ça fait 6205 jours de silence et de détention. Alors quand on sort de 17 ans de prison comme de séquestration, vous avez dit? Tout à fait. Alors, comment on regarde l'avenir? Oh, 6205 jours, je le répète, on n'en sort pas pour faire la guerre. Parce que dans les 4 murs qui m'ont abrité, qui sont devenus mes repères, ça vous apprend plutôt à aimer, à respecter l'autre, à donner ce que vous avez pu recevoir, cultiver. Et je l'ai dit l'autre jour, c'est cette richesse que je suis prêt à partager d'une manière ou d'une autre. Comme homme d'État et comme homme politique? Tout à fait. Tout à fait. Et ce que je vous ai dit sur ma conception politique, je le réitère. Politique n'est pas, ne doit pas être une raison de violence. Il faut vivre, même si on est de conception, de pensée différentes, dans le respect de l'autre. Et c'est ce respect de l'altérité qui vous permet de vous enrichir, même de ce que l'autre pense, même si ce n'est pas votre pensée. Évidemment, ça ne s'acquiert pas du jour au lendemain. Il faut apprendre cela, petit à petit. C'est une des choses que j'ai apprises dans ma retraite. Si vous ne renoncez donc pas à la politique, vous allez la faire activement? Je ne peux pas renoncer à la politique, mais si vous êtes quelque peu indulgent, permettez que je souffle un peu. La politique, c'est toujours un combat. Donc je suis là pour récupérer un peu de respire, même si je suis un coureur de fond. J'ai besoin pas de me retrouver, parce que je suis toujours avec moi-même, mais de retrouver mon épouse, mes enfants, mes amis, mon environnement. Alors vous allez postuler un poste électif, par exemple? J'appelle ça, c'est des spéculations malsaines. On peut faire la politique sans postuler un poste. On peut être à un poste sans faire de la politique. C'est un choix. Donc pour le moment, vous allez militer? Pour le moment, je me repose. Alors, un message à l'endroit de la jeunesse camerounaise aujourd'hui qui éprouve quelques difficultés. Oui, je ne vais pas me faire le messie de quoi que ce soit. Quand je dis partager l'expérience, bon, tout le monde peut partager l'expérience. Chacun peut les partager avec ce qu'il a vécu. Mais pour ce qui me concerne, c'est un message d'espoir. On doit leur apprendre. Parce que c'est plus de nous que d'eux. Ils ont besoin d'être encadrés. Pas seulement l'espoir ne suffit pas. Mais il faut poser des actes qui
non seulement nous engage, mais engage la jeunesse à créer elle-même son propre chemin, mais un chemin qui leur donne la possibilité de s'épanouir.